qui soit une Europe des territoires? Alors, beaucoup de questions qui commencent à rentrer, très intéressantes, vous allez le voir. Questions coming in at the moment, very interesting questions. J'ai envie de And vous préciser, what I would like to Monsieur Dermot, avec un fort engagement de votre groupement européen de coopération territoriale, j'ai envie de vous en lire deux qui vont particulièrement vous intéresser, je pense. Alors, petite question de Jean-Loup Kassler. Que pensez-vous des projets d'hôpital public transfrontalier pour faire face aux problèmes de santé de nos régions? Un tel projet existe en pays de Gex. Donc les projets d'hôpitaux transfrontaliers. Et puis alors, toujours dans la même veine finalement, de Steinwall, Vincent Millot, pourriez-vous préciser quelques exemples de coopération que vous avez avec Interreg à propos de la santé? Vous voyez, on demande véritablement des exemples très concrets pour mieux comprendre eh bien, comment ça marche en pleine crise Covid. Alors, si vous permettez, je pense que d'abord, il y a une chose sur laquelle je voudrais très très brièvement revenir, c'est l'opposition entre les souverainistes nationaux et la délégation de pouvoir à l'Union européenne. Je pense que ce débat peut être dépassé. Et l'antidote est dans ce que je viens d'entendre sur la territorialité. Il faut donc considérer qu'aujourd'hui, nous avons possibilité de mettre en place des instruments qui ne soient pas en négation de la souveraineté nationale, mais viennent appuyer en quelque sorte sa légitimité. On sait bien que la légitimité de la souveraineté nationale est mise en défaut par deux choses, la mondialisation et les accords économiques, et d'un autre côté, le rétrécissement de l'espace, parce qu'effectivement, la région, la localité pèse de plus en plus lourd, peut-être d'ailleurs en réponse à la mondialisation dans l'esprit des gens. Donc, effectivement, les États-nations ne sont plus dans le même contexte. Et j'ajouterais que en 2004, j'étais alors ministre fédéral de la Santé et en charge du Conseil européen. À l'époque, nous avions un débat sur la question des pandémies, notamment au regard du SARS. Et nous considérions que nos législations, effectivement, nationales ne convenaient plus. Je donne l'exemple précis de l'acquisition de stocks de rétroviraux. Nous devions répondre au SARS à l'époque. Les firmes allaient toucher les États, chacun individuellement les mettait en opposition sur les prix et les quantités, et nous n'avions pas de réponse européenne parce que les compétences européennes ne le permettaient pas. Deuxième élément, c'est qu'aujourd'hui, l'Union européenne se pose la question de savoir comment elle peut, malgré ses compétences qui sont effectivement absentes du domaine de la santé en tant que telles, mobiliser les États pour constituer des stocks, par exemple, de masques ou d'autres matériels médicaux. Revenons à la question qui est posée par les spectateurs. En l'occurrence, le terrain local. Évidemment, ça a du sens de créer des structures hospitalières transfrontalières. Et d'ailleurs, avec Xavier Bertrand, à l'époque en charge de la santé en France, j'avais signé un des premiers accords transfrontaliers qui permettait notamment l'adduction par des systèmes d'urgence de personnes de part et d'autre de la frontière. Parce que quand il y a un drame qui se passe, moi je pense au drame de l'explosion de Guy-Languien dans la partie wallonne de la Belgique, ben, ce sont les hôpitaux de Lille avec des hélicoptères qui ont servi à reprendre un certain nombre des personnes gravement brûlées dans des soins intensifs, parce que nous n'avions pas la capacité de répondre là et sur le territoire à tous nos défis. Donc demain, ce qui va se passer, c'est une amplification de ces mouvements dans le transfrontalier, notamment quand on pense à l'usage de matériel médical lourd. On n'a pas besoin nécessairement d'avoir des IRM, d'avoir de la radiologie de pointe avec des équipements concurrents de part et d'autre de la frontière, si on peut se partager les tâches et toucher à des pathologies différentes avec des spécialisations. Donc pour cela, la porosité frontalière devrait être de plus en plus mise à l'épreuve par notre capacité à donner de nouveaux outils. Donc clairement, je suis un militant de cette Europe-là. Alors, des exemples concrets, on en a des tonnes, mais un des exemples que je vais prendre maintenant en termes de mobilité, nous avions encore entre la France et la Belgique, lors du franchissement de frontières par voie ferroviaire, des taxes qui étaient levées. C'était un droit de passage
hérité des normes différenciées anciennement, qui étaient d'à peu près 5 euros. Avec Monsieur Mauroy à l'époque, nous avions décidé d'avoir une action à l'endroit de la SNCF et de la SNCB pour faire sauter ces taxes. Donc voilà un exemple concret. Autre exemple concret, nous avons un maillage territorial de pistes cyclables. Eh bien, aujourd'hui, à travers ce qu'on appelle chez nous la fenêtre bleue, eh bien, nous avons des pistes cyclables qui sont en train d'être maillées entre la Flandre, la Wallonie, la France, grâce effectivement à des initiatives très concrètes sur le terrain. Ça, c'est l'Europe dont les gens aujourd'hui ont envie. C'est celle qu'ils peuvent voir de leurs propres yeux. Alors, si on a mentionné, Anne Sander, un hôpital transfrontalier, demander des questions précises sur le secteur de la santé, dans la crise Covid, la première vague qui a particulièrement frappé la région Grand Est, avec une solidarité qui s'est développée, en particulier avec l'Allemagne voisine, mais aussi beaucoup d'inquiétudes au moment des passages de ces frontières. Comment justement envisager une réponse intéressante, solidaire, qui offre toutes les sécurités? Est-ce que d'ailleurs des projets d'hôpitaux transfrontaliers, c'est aussi la bonne réponse? Moi, je crois aussi beaucoup à cette action des acteurs de terrain. Et si des patients du Grand Est, de manière générale, ont pu être pris en charge, même en Suisse, hein, mais en Allemagne, et dans nos pays voisins, c'est parce que il y avait une amitié, une habitude de travailler ensemble entre les élus locaux. Et je crois que c'est ça la première des choses qui a permis de déclencher la prise en charge des malades. Et c'est aussi maintenant, et c'est peut-être ce qui a été le plus douloureux quand les frontières ont été fermées, notamment avec l'Allemagne, c'est que les élus locaux n'étaient pas informés par leurs homologues allemands, alors qu'ils entretenaient de bonnes relations avec eux. Donc vous voyez, ce côté amical, c'est ce qui était douloureux d'un côté, mais c'est aussi ce qui a permis d'aller plus loin et finalement d'aller à l'essentiel et de sauver des vies, et ce sont vraiment des vies qui ont été sauvées. Sur le côté santé, c'est un côté qui est, je dirais, très sensible parce que très palpable, et dans ce domaine-là, plus que dans d'autres, on ne comprend pas qu'on ne puisse pas aller plus vite là aussi et plus loin. Alors sur la mise en place, sur la construction d'hôpitaux transfrontaliers, évidemment, partout où il y a ce besoin, eh bien il faut le soutenir. Mais je voudrais dire aussi que nous devons tout faire pour que on puisse davantage mobiliser des capacités médicales, hospitalières existantes, et qu'il faut vraiment arriver à lever l'ensemble des freins. Dans ma région aussi, il y a parfois des délais très longs pour l'accès à certains examens, en particulier aux IRM, là où ce serait beaucoup plus facile côté allemand. Donc il faut faire en sorte que les acteurs coopèrent davantage ensemble. Et là, les acteurs, c'est la sécurité sociale, c'est les agences régionales de santé qui ont une vision, qui sont, en France en particulier, c'est un modèle qui est construit sur une structuration nationale, et on n'est pas encore allé suffisamment loin dans la relation transfrontalière. Si les collectivités locales ont peut-être déjà franchi un pas supplémentaire, il faut que les structures nationales de l'État aillent dans le même sens. Mais je crois que c'est un mouvement qui aujourd'hui est engagé, mais il faut, voilà, c'est vraiment une responsabilité aussi des États membres, à travers des relations bilatérales, de relâcher la pression, parce que beaucoup de ces sujets relèvent de la compétence des États membres. Et puis enfin, vous dire aussi qu'au niveau européen, nous avons mis en place un cadre, notamment pour les soins de santé transfrontaliers. Mais là aussi, on voit bien, même si les patients sont autorisés à aller se faire soigner dans le pays voisin, ensuite vous avez des problèmes de remboursement qui sont lourds, même s'ils ont eu l'accord. Donc vous voyez, pour les gens, c'est un frein, c'est un obstacle supplémentaire. Et je dois dire aussi que les autorisations,
eh bien, sont parfois difficiles à obtenir. Moi, je reçois énormément de courriers, de sollicitations de gens qui ont eu parfois un problème, pas seulement dans la région frontalière, mais aussi dans un autre pays européen, et qui, d'après les cadres européens, devraient pouvoir se faire rembourser, mais c'est très très long, soit parce qu'ils ont coché la mauvaise case sur un formulaire compliqué, soit parce qu'il y a des réticences. Voilà, donc tout ça, nous avons ce cadre, il faut le renforcer aussi à travers des relations bilatérales plus poussées entre les États membres, mais maintenant ce cadre, il faut aussi le faire appliquer et il faut en informer nos concitoyens pour qu'ils connaissent leurs droits et en particulier le droit de se faire soigner parfois de l'autre côté de la frontière.